Eugène Bignet, commissaire aux affaires textiles. Je sais, ça sonne pas comme le pitch d'un film à succès. Mais mon arbre généalogique, lui, il a poussé dans le terroir des ouvriers et artisans du textile. Et puis, avec la fermeture des usines, j'avais pas trop le choix. Ma voie était toute tracée. Tous ces vieux bâtiments qui s'accrochent le long des rivières, pourquoi diable sont-ils là? Qui sont les protagonistes de cette trame complexe? Franchement, je suis un peu paumé. Mais chaque fil entrelacé dans cette toile me pousse à poursuivre mes investigations. L'étoffe de la vérité est sur le point d'être tissée. Mon enquête commence ici, en suivant cette rivière qui produit une force bientôt exploitée. Regardez attentivement car c'est dans cette scène que tout se met en place. L'eau est canalisée et sa puissance est maîtrisée grâce à un système de vannes. En lançant avant notre ère, les premières roues hydrauliques actionnaient des moulins à blé. Puis, au Xe siècle, les moulins à eau ont été adaptés au textile. C'est à ce moment-là que le moulin à flon est né. La transformation des paysages est en marche. Notre passé se dévoile, révélant les prémices d'une grande histoire textile. En 1600, les ruelles des villes sont le théâtre d'une symphonie industrielle. La chaîne de production est divisée en petits ateliers, où chacun s'empare d'un savoir-faire. Cardeurs, fileurs, tisserands, foulonniers, tous ces artisans contribuent à l'élaboration d'un même tissu. Michel Chevalier. Changeons d'époque. Au 19e, de riches investisseurs construisent les premières usines et commencent à employer des ouvriers pour centraliser l'ensemble de la production au même endroit, facilitant ainsi le contrôle de la qualité et de la main-d'œuvre. Notre paysage industriel subit une transformation majeure avec la construction des usines à étages, ce qui permet d'optimiser la force hydraulique et ainsi faire fonctionner de nouvelles machines, qui elles aussi évoluent à grande vitesse. L'eau, toujours dirigée par ses canaux, poursuit son chemin jusqu'à l'usine. En 1824, Lodève est une ville de tradition lainière importante. Gaspard Barbeau devient propriétaire du domaine de Montplaisir. Il en fait une des manufactures textiles les plus importantes de la ville. En 1850, elle compte près de 800 ouvriers. Ce domaine, à la confluence de deux rivières, était donc parfait pour faire tourner une usine. En scrutant ces photos d'usines à étages, je vois bien plus que de la pierre et des poutres en bois. Chaque étage raconte une histoire, des secrets enfouis en ses murs, des énigmes à résoudre. Ces usines sont les témoins silencieux de l'ère industrielle. Je suis sur la piste d'un mystère architectural qui pourrait bien révéler des vérités oubliées. Bon, vous voyez bien, les usines sont toujours au bord des rivières. La puissance brute de l'eau est toujours dirigée et maîtrisée. Jusque-là, rien ne change. Cependant, pour pouvoir entraîner les machines et être efficacement distribuées à travers l'usine, la force est transmise à travers un réseau complexe de courroies et de poulies. Les étages, eux, ne sont pas là par hasard. Ils sont stratégiquement conçus pour distribuer la force motrice par les courroies qui les traversent. Non seulement plus de machines peuvent être alimentées, mais certaines tournent plus vite. Imaginez le potentiel de production que cela représente. Cette ingéniosité mécanique, associée à une évolution architecturale, a révolutionné l'industrie textile. Ces étages sont bien plus que de simples niveaux. Les cheminées, sûrement l'élément le plus visible. Au XVIIIe, l'Écossais James Watt perfectionne la machine à vapeur. Elle peut ainsi être utilisée dans nos usines. Remarquez-vous que certaines usines ont des toits en dents de scie ? Ce sont les sheds. Ces toits en pente dissymétrique avec leurs longues verrières alignées regardant vers le nord étaient conçus pour maximiser la lumière naturelle à l'intérieur de l'usine et éviter les ombres portées. Ça permettait aux ouvriers un meilleur travail à la lumière du jour. Fini les étages. De toute façon, les machines sont de plus en plus volumineuses. Les nouvelles usines sont construites de plain-pied. Et enfin, observez les poutres en fer forgé.
Elles étaient le fruit du génie du savoir-faire de l'époque, offrant la stabilité nécessaire à cette nouvelle architecture. D'ailleurs, dans ces usines où les machines à vapeur étaient courantes, le risque d'incendie avec les poutres et planchers en bois était bien trop élevé. À ce propos, voici l'histoire de l'usine de M. Tesserink. Imaginez cette scène. L'usine Tesserink Wissek Frères, une nuit du 30 avril 1899, dévorée par un incendie. Tout dans l'usine est englouti par les flammes. Une vision terrifiante. Les secours font de leur mieux, mais ils se retrouvent démunis face à cette puissance dévastatrice. Dans la ville, une lueur sinistre règne. Les cris d'alarme se multiplient alors que le feu menace de se propager aux bâtiments voisins. L'usine est détruite et les ouvriers sont au chômage. Mais M. Tesserink rebondit et fait construire une nouvelle usine avec les dernières avancées techniques. M. Tesserink, un homme de progrès. Une nouvelle ère arrive. L'électricité alimente désormais nos usines. Mais quelques décennies plus tard, la délocalisation des usines à l'étranger où la main-d'œuvre est peu chère entraîne la fermeture de nombre d'entre elles. Les bâtiments qui autrefois étaient au cœur de nos communautés sont devenus des ruines, abandonnés, témoins de la perte de milliers d'emplois et d'une époque révolue. Certains de ces bâtiments sont aujourd'hui des friches, tandis que d'autres sont réinvestis pour de nouveaux usages. Aujourd'hui, la filière textile se redynamise. Avec l'électricité, plus besoin de grands bâtiments en bord de rivière. En 1840, le secteur textile en France trônait au sommet, employant près de 58% des ouvriers du pays. Mon enquête est finie. Du moulin à la friche, des siècles d'innovation et de labeur se cachent derrière ces murs. Dans nos paysages, notre patrimoine textile industriel reste visible à qui veut bien le voir. Mais oui, il y a des choses qui persistent. Les marques du passé, les vestiges de cette époque révolue, mais aussi la mémoire de nos anciens.